Discours prononcé à Bordeaux le 15 mai 1947 par le général de Gaulle. Contexte: sans y avoir été invité par la municipalité, le général de Gaulle prend la parole place des Quinconces à l'occasion de l'inauguration d'une plaque à la mémoire du gouverneur général Félix Éboué. Il exprime à cette occasion ses vues sur ce qui devrait être l'organisation de l'Union française. Si nous commémorons aujourd'hui la mémoire de Félix Éboué, si Bordeaux, qui forma sa jeunesse, a voulu concourir à cette manifestation nationale par la présence enthousiaste de son peuple ici rassemblé, si la nation tourne en ce moment sa pensée vers la réunion que voilà, c'est d'abord parce qu'il est juste que soit rendu à un glorieux serviteur du pays l'hommage qu'il a mérité. Mais c'est aussi parce que le sort de l'Union française, dont Éboué fut, dans la paix et dans la guerre, l'un des meilleurs artisans, se joue dans le temps où nous sommes. C'est enfin parce qu'à Bordeaux, grand port de l'océan, chacun sent, mieux que partout ailleurs, que le destin de notre pays, celui des territoires où flotte notre drapeau, et même dans une large mesure celui du monde tout entier, dépendent de ce qu'il adviendra de l'œuvre magnifique de la France au-delà des mers. Œuvre magnifique? Oui, cette espèce de neurasthénie qui résulte de l'excès des épreuves du passé et de l'incertitude de l'avenir, cette sorte de lâche illusion qui offre à notre lassitude le refuge fallacieux de la médiocrité, enfin le complot de dislocation mené par ceux qui, en France, jouent un autre jeu que celui de la France, peuvent bien tenter de nous cacher la valeur et la splendeur de ce que nous avons fait. C'est en vain. En songeant à l'effort poursuivi par la France depuis 4 siècles, à travers quelles vicissitudes, pour ouvrir d'immenses territoires à la civilisation, en mesurant les trésors d'activité, d'efficience, de courage, qui ont sans relâche déployé nos explorateurs, soldats, marins, administrateurs, techniciens, colons, médecins, missionnaires, en admirant les capacités des chefs qui s'y prodiguèrent, tels les Bugeaud, les Pélissier, les Faidherbe, les Cambon, les Lamy, les Brazza, les Gallieni, les Doumer, les Lyautey, pour ne citer parmi les morts des 100 dernières années que quelques-uns parmi les plus grands, nous pouvons lever la tête. Au moment où Hitler déchaîna sur l'Europe les ambitions du Reich allemand, l'édifice de la paix française était fondé outre-mer. Grâce à nous, des peuples de toutes les races humaines, naguère plongés pour la plupart dans cette torpeur millénaire où l'histoire ne s'écrit même pas, découvraient à leur tour la liberté, le progrès, la justice. Chez eux, et grâce à nous, reculait la famine, la terreur, la maladie, l'ignorance. Parmi eux, et grâce à nous, naissaient des élites nouvelles, que nous élevions non point pour qu'elles abusent des autres, mais pour qu'elles les entraînent vers un sort plus digne et meilleur. Y avait-il des ombres au tableau? Oui, sans nul doute. Aucune œuvre humaine ne fut jamais accomplie sans erreur. Mais enfin ces territoires, qu'eussent-ils été sans la France, et qu'est-ce que la France en a fait? Pour le bien comprendre, il faut voir ce que, 100 ans après la pacification, est devenue notre Algérie. Il faut parcourir ces cultures admirables qui, sur des millions et des millions d'hectares, où moururent à la peine tant de colons et de soldats, couvrent maintenant des espaces auparavant misérables. Il faut voir les ports, les routes, les barrages, les écoles, les hôpitaux que nous y avons construits. Il faut savoir qu'à notre arrivée, 1 million d'hommes vivaient à grand-peine sur le territoire algérien qui en nourrit aujourd'hui 10 millions. Il faut, dans la régence tunisienne, visiter les grands travaux que nous y avons réalisés comme, par exemple,
les oliveraies splendides qui furent plantées sous notre impulsion. Il faut se rappeler que le Maroc, dont nul homme de bonne foi ne parcourt aujourd'hui les villes, les champs et les montagnes sans admiration stupéfaite, était, il y a 40 ans, un pays déchiré par le désordre et l'anarchie. Il faut songer que l'Indochine, où la production agricole, minière, industrielle et l'instruction des élites prenaient avant la guerre récente un extraordinaire essor, végétait douloureusement sous les abus et la violence avant que nous lui ayons ouvert les portes du progrès moderne. Il faut se demander dans quel état et sous quel maître vivrait aujourd'hui la grande île de Madagascar, si nous n'y avions assumé le devoir d'assurer son développement économique, intellectuel, politique et social. Il faut comparer enfin le sort actuel de notre Afrique noire, où la civilisation pénètre les forêts, les savanes, les déserts, enjambe les fleuves farouches, brave les climats épuisants, avec le destin antérieur de ces terres, depuis toujours assoupies sous leur misère désespérée. La France tyrannique, la France routinière, la France coupable? Allons donc. En vérité, quand les événements terribles de la guerre récente vinrent nous pousser au bord de l'abîme, la France généreuse, tutélaire, libérale, était en train de faire avancer à grands pas vers la lumière plus de 60 millions d'humains. Mais au printemps de 1940, les forces mécaniques allemandes se ruaient à travers notre territoire. L'assaut ennemi nous surprenait dépourvus d'un instrument de choc qui nous permit de lutter à armes égales et, d'autre part, presque isolés. Dès lors, la bataille nous menait rapidement à une de ces situations qui ne laissent plus que deux chemins, celui qui mène à l'abîme et celui qui conduit vers les plus rudes sommets. Au milieu du mois de juin, nous devions brutalement choisir, ou bien capituler, ce qui ne pouvait aboutir qu'à un irréparable abaissement, ou bien continuer la lutte en transportant dans l'Empire le siège de notre souveraineté, le centre de nos actions de guerre, la base de départ de la future libération. Du moment et par le fait même que Vichy choisissait la première solution et acceptait d'asservir l'État à un État ennemi, il perdait toute qualité pour représenter et diriger la France. Car, pour une grande nation, il n'y a pas de légitimité en dehors de l'indépendance. C'est alors que la France combattante prit en charge la souveraineté, les droits, l'honneur, les armes de la patrie. C'est alors que, sans perdre un jour, elle commença de réaliser le redressement de l'Empire dans la guerre, redressement auquel, d'après le plan aussitôt établi, devait succéder d'abord la libération de la métropole, avec le concours des forces suscitées à l'intérieur, puis l'écrasement de l'Allemagne sur son propre territoire, et l'élaboration de la paix par une coalition dont la France ferait partie en qualité de grande puissance, victorieuse et souveraine. C'est ce plan-là qui fut accompli. Il est, somme toute, peu important que certains, aujourd'hui, l'oublient ou le méconnaissent, comme des enfants qui, une fois l'orage passé, retournent en courant à leurs jeux et à leurs disputes. Mais il est essentiel que l'entreprise ait réussi. C'est pourquoi Félix Éboué mérite que la nation s'incline avec respect devant sa glorieuse mémoire, parce qu'il fut l'un des principaux artisans de cette grande œuvre de salut national. L'un des principaux artisans? Certes, oui. Quand le 25 août 1940, Félix Éboué, gouverneur du Tchad, et le colonel Marchand, commandant militaire, proclament le ralliement du territoire à la France libre, ils accomplissent une action dont les répercussions ne se limiteront jamais plus. Assurément, le Tchad, terre des purs et des forts, a réagi avec indignation contre le déshonorant armistice. Assurément, le gouverneur n'a pas rendu publique sa détermination avant d'avoir la certitude que le territoire dont il a la charge continuera, quoi qu'il arrive, d'appartenir à la France
et sera mise en mesure de combattre efficacement pour elle. Dès le mois de juillet, Félix Eboué était entré à ce sujet en rapport avec moi-même, et ce qui concernait la vie économique du Tchad, comme aussi les renforts militaires, à lui faire parvenir, avait été d'avance réglé à Fort-Lamy par la mission de René Pleven. Assurément, tout était préparé pour que le ralliement du Tchad fût suivi, le lendemain, par celui du Cameroun, dont étaient chargés Leclerc et Bois-Lambert, et le surlendemain par celui de tout le reste du bloc de l'Afrique équatoriale, effectué à Brazzaville par l'Armina, Cissé, Delange, et à Bangui par le gouverneur de Saint-Marc. Mais il fallait que Félix Eboué, chef responsable, sût tirer de son esprit et de son cœur l'acte de caractère sans lequel tout ne vaut rien et qui s'appelle la décision. Il l'a fait. C'est par là qu'il a marqué l'histoire. Ensuite, ce fut pour lui un effort acharné de direction, d'impulsion, d'organisation, pendant près de 4 années et jusqu'à l'instant même où l'épuisement le terrassa, sans qu'il ait pu voir cette victoire dont il n'avait jamais douté. Le gouverneur du Tchad, bientôt gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, avait à mobiliser et à faire vivre pour la guerre les territoires confiés à son autorité. Il le fit d'une manière exemplaire, mais en outre, ce Français guyanais, tourné vers l'avenir, bien qu'il sût qu'il lui était fermé, prenait une part éminente à l'élaboration des projets par lesquels, au milieu des péripéties de la lutte, la France combattante préparait le sort futur de l'Empire. On vit, en particulier, lors des travaux de la conférence de Brazzaville, jusqu'où pouvait s'élever chez Félix Eboué le sens de l'humain, l'expérience pratique et, par-dessus tout, la foi dans la mission de la France. C'est qu'en effet, pour l'équipe ardente qui, où que ce fût, menait les combats de la résistance, je parle bien entendu de ceux qui la faisaient sans autre calcul que celui de servir, il était clair que la victoire ne vaudrait qu'à condition d'une rénovation. En particulier, pour ceux qui tenaient dans leurs mains sur les terres de l'Empire la souveraineté menacée de la France, il était évident que des institutions impériales nouvelles devraient être incorporées à celles que, croyait-il, se donnerait la nation après les leçons effroyables qu'elle avait subies et en vue des dures conditions dans lesquelles il lui faudrait vivre. La part essentielle que l'Empire prenait à notre effort de guerre, par l'action de ses braves soldats et par ses ressources, les courants d'opinion qui provoquaient le drame mondial, les secousses morales et matérielles qui imprimaient successivement notre désastre initial et des événements tels que l'occupation de l'Indochine par l'ennemi japonais ou les collisions de Vichy avec nos propres alliés, les grands mouvements que devaient soulever dans les profondeurs du monde ses propres bouleversements, enfin, une fois l'axe abattu, l'apparition entre les principaux vainqueurs d'une rivalité dont le champ serait aux dimensions de la Terre, tout cet ensemble allait exiger que nous fondions sur des bases à la fois libérales et fermes l'édifice de l'Union française. Le gouvernement, qui eut la charge de conduire la nation et l'Empire, depuis l'effondrement de juin 1940 jusqu'à la libération accomplie, la victoire remportée et la République restaurée, s'honore d'avoir jeté, d'avance et tout en combattant, les premiers fondements des institutions nécessaires. Dès janvier 1944, il faisait définir par la conférence de Brazzaville les principes sur lesquels l'Union française devrait être établie. Dès le 7 mars 1944, il accordait aux musulmans d'Algérie le droit de suffrage dans leur propre collège et celui d'être élus. Dès le 24 mars 1945, il fixait par la déclaration de Paris et peu après par les instructions précises données au haut-commissaire les intentions de la France à l'égard des États qui devaient constituer sous son égide la Fédération indochinoise. À peine terminée la guerre contre l'Allemagne, il envoyait d'ailleurs en Indochine une armée, une flotte, une aviation assez puissante, on l'a bien vu, pour s'opposer à toute usurpation.
En octobre 1945, il réglait la composition de l'Assemblée constituante de telle manière que les territoires d'outre-mer y fussent représentés. En novembre 1945, il arrêtait un plan de réforme profonde dans le mode de représentation des populations tunisiennes, dans la composition du gouvernement tunisien et dans celle des principales municipalités de la Régence. Entre-temps, le voyage en France de Sa Majesté le Sultan du Maroc, puis celui de Son Altesse le Bey de Tunis, en juin et juillet 1945, avaient marqué que les liens qui unissent leurs États à la République française ne sauraient être mis en cause. Au mois de janvier 1946, je me suis moi-même démis de ma charge, ayant accompli à la tête de l'État et du gouvernement tout ce à quoi je m'étais engagé et constatant qu'après leur avènement, l'impatience et le caractère exclusif des partis, tels qu'ils sont, ne me permettaient plus de diriger la nation dans les conditions que j'estime en conscience nécessaires. À ce moment, la France, malgré les terribles secousses qu'elle-même et son empire avaient subies dans la guerre, pouvait disposer, sans hypothèque et sans exception, de tous les territoires où elle était souveraine ou protectrice. Elle se trouvait en mesure de bâtir avec eux l'Union française. À cet égard, comme d'ailleurs aux autres, tandis que se déroulait devant le pays la grave discussion constitutionnelle, je n'ai pas manqué de proposer, au moment voulu, les institutions qui me paraissaient indispensables. Je crois devoir les répéter, car, bien qu'il ait été, jusqu'à présent, passé outre, il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Tout d'abord, chacun des territoires d'outre-mer doit être considéré comme ayant son caractère propre, et, par conséquent, organisé pour son compte. À ces fractions, complètement dissemblables par la géographie, les populations, les ressources, le degré de leur développement, il serait désormais absurde d'imposer un régime identique d'administration directe, mais il ne le serait pas moins de leur appliquer un seul et même système d'autonomie et de représentation. Parmi les éléments très divers dont se compose l'Union française, certains sont des États avec lesquels nous avons conclu ou concluons des traités. Empire du Maroc, Régence de Tunis, Royaume du Cambodge, Royaume du Laos, République du Vietnam, République de Cochinchine. C'est sur la base de ces traités, dont il nous appartient d'assurer et, au besoin, d'imposer l'observation, que la France peut et doit apporter son concours à l'évolution progressive des peuples intéressés. Quant aux territoires qui ne sont point des États, chacun, dans le cadre de la souveraineté française, doit recevoir son statut à lui, réglant, suivant le degré très variable de son développement, les voies et moyens très variables par lesquels les représentations des habitants, tant français qu'indigènes, pourront délibérer localement des affaires intérieures et prendre part à leur gestion. Mais il ne suffirait pas de faire en sorte que chacun des territoires d'outre-mer puisse développer sa personnalité. L'Union française doit être une union et par conséquent comporter des institutions communes à tous ses membres. Il n'est personne qui puisse croire sérieusement que cette condition se trouve actuellement réalisée par la présence dans les assemblées françaises de mandataires élus dans les territoires d'outre-mer. Je le dis ici une fois de plus. Nous ne pourrons faire vivre l'Union française sans des institutions d'un caractère fédératif. Au point de vue du législatif, Assemblée de l'Union française, qui aurait à délibérer des lois et des questions intéressant l'Union, et dont j'ai précisé naguère quelle devait être la composition. Au point de vue de l'exécutif, chef de l'État élu de telle manière qu'il soit le représentant non point d'un groupement de partis, mais bien de la France et de l'Union française, gouvernement formé par lui et dont certains des ministres auraient à porter des responsabilités de nature fédérale. Enfin, l'Union française doit être française, ce qui implique que l'autorité, je dis l'autorité, de la France s'exerce nettement sur place et que ses devoirs, ses droits, ses responsabilités demeurent hors de toute question dans les domaines de l'ordre public, de la défense nationale, de la politique étrangère et de l'économie commune.
car par-dessus tout, c'est en nous-mêmes, Français, c'est dans nos propres institutions, c'est dans notre volonté de poursuivre notre grande œuvre outre-mer que réside la réussite ou l'échec de l'Union française. L'évolution est sans précédent, elle consiste à lier à la France les territoires d'outre-mer dans un régime d'association progressive. Elle exige donc, en France même, l'existence d'un État fort à qui le tout puisse être solidement accroché. Un État fort, j'entends par là, comme d'autres l'entendent pour eux-mêmes, par exemple à Moscou ou à Washington, un État dont la tête en soit une, dans lequel aucune confusion des pouvoirs ne contrarie l'exercice ni ne dilue la responsabilité de chacun, et tel qu'en tout point des terres qui dépendent de nous, ceux qui ont l'honneur et la charge d'agir au nom de la France le fassent sans subir d'influence autre que celle de leur devoir. Nous ne ferons rayonner dans l'Union française, à partir du centre, c'est-à-dire à partir des pouvoirs publics français, l'impartialité, la continuité, l'autorité, comme cela est indispensable pour que le tout ne se rompe pas, que si ces pouvoirs sont eux-mêmes bâtis pour l'autorité, la continuité et l'impartialité. De cela j'ai, quand il le fallait, averti la nation et les législateurs. Aujourd'hui, je les en avertis encore, car les institutions qui sont, pour le moment, faites à la République se trouvent, bien évidemment, contradictoires avec ces conditions. Pour nous, dans le monde tel qu'il est et tel qu'il va, perdre l'Union française, ce serait un abaissement qui pourrait nous coûter jusqu'à notre indépendance. La garder et la faire vivre, c'est rester grand, et par conséquent rester libre. Voilà bien l'une des tâches de salut national pour lesquelles le peuple français doit, maintenant, se rassembler.